Mesdames, messieurs, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la macrophotographie. Avant de commencer, je voulais juste vous dire un grand merci pour votre retour sur la dernière vidéo par rapport au trucage, au photomontage. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de la faire et apparemment ça vous fait plaisir de la voir, donc c'était que du bonheur. Sur ce, on est parti pour parler de la macrophotographie et je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous améliorer. Dans cette vidéo, on va donc parler de la macrophotographie, donc c'est la photographie que je fais le plus. Je suis vraiment un fou de la macrophotographie. J'ai un Sony A7 III plus un 90 mm macro, et donc forcément je me suis spécialisé là-dedans et donc j'ai appris par moi-même des petites techniques pour rendre la qualité du cliché meilleure. On va essayer d'être sur un spectre large, c'est-à-dire parler des basiques pour les débutants et de quelques conseils un peu plus techniques pour les avancés. Premier point, on va donc parler des bridges et des compacts. Pour tous ceux qui me regardent et qui n'ont pas un réflexe mais plus qui ont un bridge ou un compact, il faut savoir que c'est le type d'appareil, dans 90% des cas, sont mauvais en macrophotographie. Donc ils sont très bons en polyvalent, donc ils vont être bons en photo, en vidéo, ils vont certains avoir des très grands zooms, d'ailleurs un très grand angle, donc c'est très pratique. Mais pour la macrophotographie, ils sont plutôt mauvais. Globalement, les bridges et compacts vont plus faire de la proxy. Donc la proxy, ça va être un plan rapproché, mais pas de la macrophotographie. Tout se joue dans la mise au point minimum. Et donc la mise au point minimum sur un objectif macro, forcément elle est petite, parce que c'est le but de l'objectif. Mais par contre, la map, donc la mise au point minimum sur un compact, sur un bridge ou sur un téléphone, elle est souvent assez grande et donc du coup la macro est impossible. Tout ça pour vous dire que si vous voulez vous mettre à fond dans la macro, il faut un réflexe. Ok, donc commençons par mon premier conseil. Le plus important, donc que ce soit un bridge, un compact, mais surtout un réflexe, ça va être de connaître son matériel, d'accord? Si vous connaissez votre matériel, vous savez de quoi il est capable et vous pouvez donc l'exploiter à son maximum, à son plein potentiel. Comment connaître son matériel? Autant le boîtier que l'objectif. Pour ça, je vous conseille d'aller sur le site dxomark.com, tous les liens seront en description, pour connaître les caractéristiques techniques de votre boîtier, mais aussi de votre objectif. Si on prend l'exemple de mon Sony 90 mm de 8 sur mon A7 III, donc il y a un code couleur pour la sharpness, donc sur la précision de l'image, selon l'ouverture. Dans ce cas-là, on se rend compte qu'il est excellent de f2.8 jusqu'à f21, mais que globalement il est très bon. Si on prend l'exemple de mon dernier macro, qui était chez Nikon, il est vraiment très bon de f5.6 jusqu'à f8. Il y a plein de types de graphes, il y a aussi la distorsion, il y a le vignettage, l'aberration chromatique. Donc la sharpness, comme on voit, il y a plein de types de tests avec un code couleur qui est très simple à comprendre. C'est un peu technique, mais je vous conseille vraiment d'aller voir le site pour vraiment avoir une vision globale et de savoir à partir de quelle ouverture, à partir de quel réglage, ma photo peut être améliorée, améliorable et peut être encore meilleure que celle d'avant. Bref, connaissez votre matériel. Mon deuxième conseil, c'est par rapport aux ISO. Je pense que tout le monde sait ça, mais forcément, beaucoup d'ISO va donner un grain à l'image et le grain, c'est souvent pas bon. Qui dit grain, dit bruit. Et donc souvent, quand on monte à plus de 500 ISO, l'image va commencer à être dégradée. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Pour le plein format, vous pouvez facilement monter à 1000 voire 2000 ISO. Avec en plus, vous pouvez post-traiter après coup pour éviter ce bruit et ce grain. Mais moi, personnellement, sur des photos macro, j'évite de monter à plus de 500-600 ISO. Conseil numéro 3 concernant la balance des blancs. Il faut savoir qu'il y a encore très peu de temps, et je me rends compte que maintenant pour vous dire à quel point je fais cette vidéo là et à quel point c'est important parce que j'apprends tous les jours. Mes photos, elles sont souvent faites au flash, même elles sont très souvent faites au flash parce qu'elles sont faites de nuit. Et donc pour essayer de réchauffer l'image, pour saturer un peu l'image naturellement, mes réglages de base à 5500 Kelvin, donc entre guillemets le Kelvin ça va de 0 à 10 000, 5000 c'est neutre, et donc 5500 c'est légèrement chaud. Et en fait je me suis rendu compte que mes photos elles sortent vachement jaunes et je m'en rendais pas compte. Donc actuellement je fais des tests avec une balance des blancs qui est naturelle, donc qui est automatique, fait par Sony, il faut savoir qu'elle est plutôt pas mal. Mais en tout cas de mon côté je vous conseille de la mettre soit à 5000-5100 pour un peu saturer l'image. Sauf que parfois ça peut rendre l'aspect très jaune, surtout si vous flashez, ça rend l'image encore plus jaune. Et donc au final vous perdez un peu en couleur, un peu en détail, un peu en contraste au niveau des couleurs. Et donc c'est pas forcément le bon plan. Moi comme je vous dis, je fais des tests avec une balance des blancs qui est automatique. Et pour l'instant j'en suis plutôt content, en sachant que je peux post-traiter un minimum. Donc soit pour remettre plutôt Kelvin, soit pour changer la teinte, soit pour saturer, enfin pour essayer de rendre l'image la plus naturelle possible. Conseil numéro 4, on va parler du coup du flou en photographie. Donc ça peut paraître simple, mais au final il y a quelques subtilités à avoir et je pense pouvoir vous aider pour éviter ce genre de flou. Ce flou peut être dû à deux choses. D'une part, il peut être dû au flou de bouger, donc soit imaginons que le sujet bouge, ou soit il y a du vent, ou soit c'est vous qui tremblez, flou de bouger. Ou alors il peut être dû à une zone de netteté qui est trop petite. Par rapport au flou de bouger, la règle c'est assez simple. Souvent on dit que votre obturateur doit être égal ou supérieur à votre millimétrage. Donc si vous avez un 90 mm macro, il faut que votre vitesse d'obturation soit minimum 1 sur 90. Vous pouvez aussi activer la stab évidemment, et vous pouvez aussi utiliser un trépied, un monopode, pour éviter ce flou de bouger simplement.
Ça peut aussi être dû à un sujet en mouvement qui est très rapide, pour ça, il faut augmenter la vitesse d'obturation, donc passer à 1 sur 200, 1 sur 300, 1 sur 400 s'il le faut, donc ça dépend de vous. Donc deuxième souci, comme on l'a dit, ça peut être dû à la zone de netteté. Donc pour ça, je vous donne 2 astuces. La première, ça va être évidemment de fermer, donc c'est-à-dire d'essayer d'être entre du F8 et du F11, c'est un peu les réglages standards comme on l'a dit en introduction. Deuxième chose importante, ça va être le placement du sujet. Je vais vous laisser 2 photos de phasme faites à F11, et vous allez voir qu'au final, le flou est totalement différent. Sur la photo 1, il y a beaucoup de flou et donc très peu de net, et sur la photo 2, il y a beaucoup de net. Et donc vous allez me dire, mais c'est bizarre, ça peut pas être les mêmes réglages. En fait, si. Ce qui est important, ça va être le placement du sujet. La mise au point et donc la zone de netteté, elle se fait sur un plan droit, sur un plan fixe. Si je mets ma main là, elle va être floue alors que mon visage, il est net. Donc pour les animaux, c'est pareil. Si vous mettez votre sujet trop en perpendiculaire, donc là vous voyez, ça va être flou. Ce qu'il faut, c'est mettre votre sujet en parallèle de votre boîtier, d'accord? Donc votre boîtier, il est en face et il faut mettre votre sujet en parallèle, comme je suis moi. Parce que si on le mettra en perpendiculaire, en face, vous voyez ma main, elle est floue. Pour le sujet et pour ce que vous photographiez, c'est pareil. Donc à vous de vous tourner, à vous de vous mettre en fonction que votre plan soit net, soit droit. Et donc vous aurez une zone de netteté qui est optimale et vous aurez une photo qui est super nette. Pour résumer, il faut avoir une cohérence avec la distance de votre sujet, le placement qu'il a et enfin l'ouverture. Si vous arrivez à gérer les trois, donc avoir une bonne ouverture, avoir un bon placement et avoir une bonne distance au sujet, normalement vous aurez une photo qui est très nette. Dans une même logique, on va parler de la position du sujet. Comme je vous ai dit juste avant, c'est bien de placer son sujet ou du moins de vous déplacer autour de lui. Donc ça peut être d'un point de vue hauteur ou d'un point de vue vertical. Il faut savoir que plus vous êtes bas et plus vous êtes en face de votre sujet, plus il va y avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc plus votre sujet va se détacher du fond. Donc ça c'est super important et c'est vraiment la base. Donc plus vous êtes haut, moins il va se détacher de l'arrière-plan. Donc il y a différentes règles aussi, ça peut être notamment la règle des tiers ou la règle du centre. Donc essayez de mettre votre sujet un tiers de l'image. Donc pour essayer de donner une mise en perspective de votre sujet. Ça peut aussi se faire par un cadrage plein centre qui va mettre de la valeur au sujet et à la photo. Je continue mes petits conseils et on va maintenant parler de la lumière. La lumière, c'est un peu le maître mot dans la photographie parce que c'est ça qui va déterminer la photo. Il faut savoir que de mon côté, 95% de mes photos, je les fais de nuit. Et donc forcément, il me faut un flash ou une frontale pour éclairer mes sujets. Et donc pour moi, la lumière, c'est super important. En plus de ça, récemment, j'ai appris à flasher de jour. Donc ça me permet de contrôler ma lumière à 100% et donc de ne pas être dépendant du soleil. Mais qui dit flash dit qu'il faut apporter tout le matériel qui va avec et donc c'est plus compliqué à faire des photos. Tout ça pour vous dire que si vous faites des photos de jour, le but est d'essayer de trouver la meilleure lumière et de trouver la meilleure position. Ça peut être en faisant des photos à différentes heures de la journée, donc le matin au soleil rasant ou le soir au soleil couchant. Ça peut être aussi faire des contre-jours en photographie qui sont parfois très intéressants. Ça peut être essayer de tourner autour du sujet encore une fois pour essayer de trouver la meilleure lumière et la meilleure prise de vue. Et donc vous pouvez aussi évidemment essayer de flasher de jour, c'est loin d'être une mauvaise idée. Par rapport au flash de nuit, je ferai une vidéo spéciale dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, le maître mot pour flasher autant de jour que de nuit, ça va être de diffuser l'image. Et pour ça, il faut souvent créer des diffuseurs DIY. De mon côté, j'ai trouvé la super solution qui est très peu chère, qui est très peu lourde, très peu encombrant. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Avant dernier conseil, ça va être un peu le processus de fin. Quand votre photo est enfin faite, vous allez passer par la case Lightroom ou post-traitement. Alors, c'est pas forcément obligatoire si vous n'avez pas le matos. Mais c'est important, surtout si vous avez un réflexe, car vous le savez sans doute, dans Lightroom, vous pouvez enlever la distorsion et l'aberration chromatique. Plus que la distorsion et l'aberration chromatique, vous pouvez régler les Kelvin, régler la teinte, régler la saturation, régler les ombres, les hautes lumières, enfin il y a beaucoup de réglages. Personnellement, je suis pas un grand fan du post-traitement, comme pour la photo ou la vidéo, le but c'est d'avoir un dossier, une photo qui est belle dès le début et qui demande peu de post-traitement, parce qu'en plus, qui dit beaucoup de post-traitement dit aussi une image qui est dénaturée et qui ne représente pas forcément la réalité. Donc le but c'est vraiment d'avoir une image qui est brute. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Lightroom vous permet plein d'options différentes et donc je vous conseille d'aller faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, dernier conseil, il n'y a pas des moindres. Le but ça va être de vous entraîner simplement. D'une part de vous entraîner, d'autre part d'être créatif, d'accord pour tout le monde, peu importe ce que vous faites, plus vous entraînez, plus vous pratiquez, meilleur vous êtes. Plus vous vous entraînez, meilleur vous connaissez votre matériel, plus vous avez d'idées, plus vous êtes créatif, et donc c'est un cercle vertueux. Allez sur le terrain à différentes heures, photographiez différentes espèces, à différents réglages, et au fur et à mesure vous allez trouver vos réglages à vous, et donc je peux vous assurer que vos photos vont s'améliorer au fur et à mesure. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses, et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.